S'il y a besoin de choses, on est là-bas. Voilà, donc c'est moi qui vais commencer à faire une rapide introduction à cette soirée. Donc je souhaitais déjà dire que c'était donc l'association Fabrication Citoyenne de Villeneuve-les-Avignon, qui est une association qui souhaite faire de l'action citoyenne et qui a un peu comme objectif en fait de travailler autour des biens communs. Voilà. Et c'est une association qui a fait quelques actions, elles disent depuis 2018, mais très sincèrement, bon, elle dormait depuis un moment. Et voilà, on a décidé aussi de relancer cette association et au travers de cette action. Alors, juste quelques mots pour dire comment on en est arrivé à organiser cette soirée, qui, il faut le dire, a été un peu organisée à la dernière minute, j'allais dire pour créer des événements, voilà. Les lycéens donc, du lycée Jean Villard, donc moi-même, oui, je ne me suis pas présentée, mais je suis Geneviève Lepage, donc je suis surtout professeur au lycée Jean Villard, donc professeur de lettres, et j'enseigne aussi le théâtre. Et donc les lycéens de Jean Villard, le 16 février, ont décidé de faire un mouvement. Lucas, évidemment, prendra la parole tout à l'heure pour nous expliquer un petit peu les raisons et voilà, comment ils sont arrivés à créer ce mouvement des Gilets jaunes. Et ils s'interrogeaient, se posaient un certain nombre de questions. On sentait qu'ils avaient besoin aussi d'un peu de soutien, d'explication. Donc on s'est dit que ça serait peut-être bien qu'on organise cette réunion et qu'en premier lieu on leur donne la parole, voilà, qu'ils puissent exprimer effectivement leur colère, qu'ils puissent exprimer certaines désillusions par rapport à Parcoursup par exemple, et que aussi les jeunes, bien qu'ils soient jeunes, s'intéressent aussi à la question des retraites et qu'elle n'est pas exclusivement réservée voilà, aux adultes et aux pré-retraités. Voilà, donc c'est en leur honneur, effectivement, pour les soutenir, pour les accompagner aussi, que donc on a décidé voilà, de faire cette réunion. Je remercie tout d'abord, évidemment, Marina Mesure d'avoir un petit peu, presque pas chamboulé son agenda, mais pour nous faire l'honneur de sa présence, qui nous est vraiment précieuse. Voilà, donc je tiens en premier lieu à la remercier. Et de toute façon... Donc Marina, donc, est députée européenne NUPES LFI. Je peux la présenter rapidement, elle le fera beaucoup mieux que moi sans doute après. Marina s'occupe essentiellement des conditions de travail. Elle travaille aussi à l'international. Elle est donc à la CGT du bâtiment. Et voilà, elle intervient aussi bien dans les conditions de travail, le travail détaché aussi sur les questions de travail détaché. Voilà. Et donc je vais continuer les présentations. Donc je continue donc à ma droite, donc Elvira Cerezo. Voilà, donc nous sommes aussi des militantes syndicales et moi-même et Elvira, donc faisons partie de la France Insoumise. Mais je tiens juste à préciser que voilà, on ne veut pas politiser. Voilà, nous sommes des militantes, voilà, on ne veut pas le cacher parce que je pense que bon, moi je suis élue municipale d'opposition et que certains me connaissent voilà, en tant qu'LFI, mais que nous, notre objectif c'était pas effectivement voilà, de faire une réunion politique, même si tous autant qu'on est autour de cette table, on est pour beaucoup des militants syndicaux et politiques. Mais on a beaucoup discuté avec les élèves, avec Lucas, pour dire que c'était pas l'enjeu de ce soir. Voilà. Et Elvira aussi est à Sud Culture, voilà, puisqu'elle est artiste plasticienne et graphiste de métier et nouvellement à la retraite. Enfin, de retraite hachée et en fait continue à travailler pendant sa retraite, voilà, comme beaucoup. Et donc Sarah Hillion, donc c'est une de mes collègues, donc professeure d'anglais au lycée Jean Villard, et tout comme moi aussi, donc nous sommes syndiqués SNES et FSU. Voilà, donc elle interviendra aussi. Donc nous avons Lucas, donc, qui est à l'origine de cette création donc, de ce mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Ensuite, nous avons Nadine Vuaché, donc qui est une
militante aussi incroyable, qui est du POI, donc du Parti ouvrier indépendant, et qui milite bien souvent donc, à la France insoumise. Et nous avons donc Blaise Laurent, qui est donc professeur des écoles, et qui est aussi donc au syndicat Force ouvrière, voilà, dans lequel il a pris quand même quelques responsabilités, on va dire. Voilà, donc après ces présentations, donc, je vais laisser la parole à Elvira, donc, qui va nous donner un petit peu le déroulé des prises de parole. Voilà. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis également ravie de vous voir ce soir nombreux à assister à cette réunion que nous avons organisée vraiment, comme l'a dit Geneviève, dans l'urgence, mais avec beaucoup de motivation parce que on a vu que ces jeunes avaient besoin de soutien et que on était là, hein, on est des adultes et on peut les aider dans leur démarche à y voir plus clair dans leur avenir, parce qu'il y a des questions, il y a beaucoup de questions. Et voilà, et donc je ne présente pas tout le monde puisque ça a été présenté. Le déroulé, alors, en premier lieu, on donnera la parole à Lucas. Ensuite, il y aura une prise de parole de Sarah, qui va parler du Parcoursup, et de Nadine. Ensuite, il y aura Blaise, qui va parler des difficultés du primaire, parce qu'il enseigne en primaire. Une prise de parole de Geneviève, qui enseigne dans le secondaire, les profs de lettres au lycée Jean Villard. Puis ce sera moi qui parlerai du SNU, c'est le Service National Universel. Il y aura une prise de parole évidemment de la personne que l'on attend et qui nous a fait l'honneur de venir à cette soirée, à cette réunion, c'est Marina Mesure, notre députée européenne et ô combien militante, et on a l'impression qu'elle est dupliquée parce qu'elle est partout. Là où on doit se bouger, défendre les citoyens, elle est là. Et c'est franchement pour nous un exemple. Voilà. Il y aura après les questions. Si vous avez des questions, on vous répondra. On aura une synthèse qui sera faite par Marina. Et puis le temps sera donné à chacune de poser ses questions. Ça peut être court comme pas, enfin on verra. La fin de la réunion, il y aura un petit buffet pensé pour les lycéens, avec des bonbons, et puis quelques tartes aux légumes, enfin bref, de quoi échanger en fin de soirée après cette réunion qui s'annonce de qualité et intense. Voilà, je vous remercie. Et je passe la parole à Lucas. Donc bonsoir. Donc je me présente, Élie Lucas. Donc comme mes collègues ont pu vous dire, je suis lycéen au lycée Jean Villard à Villeneuve-les-Avignon. Donc je tiens tout d'abord à remercier Madame Lepage et Elvira pour cette soirée qui nous permet de donner de la parole à nous qui n'avons pas toujours la chance de pouvoir le faire. Et donc qui nous aide tous et tous. Aujourd'hui, je suis là pour porter la voix des Gilets jaunes, mouvement qui a été créé donc, dans mon lycée suite à un premier blocus le 7 février 2023. Et donc je viens vous en parler aujourd'hui. Et voilà. Donc c'est un mouvement qui a pour but de suivre le mouvement national qui a été organisé par tous les syndicats et qu'on souhaite suivre. Et donc, nous, on souhaite d'abord mettre en avant qu'on va mal, que notre avenir, on ne sait pas vraiment où il va. Donc, avec cette réforme des retraites, par exemple, qui accentue encore plus notre mal-être, on ne sait pas, maintenant c'est 64 ans, aujourd'hui j'ai 17 ans, je ne sais pas où c'est que ça sera dans 50 ans, je ne sais pas si à 67 ans, par exemple, je pourrais prendre ma retraite, c'est la grande question. Et on souhaite aussi montrer notre désaccord contre Parcoursup, qui est je n'ai pas vraiment les mots, qui est un système que vous expliquera Sarah, de comment fonctionne
cette chose qu'on ne peut pas vraiment qualifier d'humaine, qui montre encore plus les inégalités entre les classes sociales de tout le monde, entre les ambitions de chacun, qui met des barrières inutiles. Donc voilà. Donc je tiens aussi à préciser que notre mouvement ne veut pas se placer ni de droite ni de gauche. Ici, on est là pour vraiment une idée. Donc on souhaite, comme 80% des Français, être contre la réforme des retraites parce qu'on trouve que c'est injuste pour toute personne, que ce soit une femme, un homme, n'importe qui. Et donc, et aussi pour notre guide de Parcoursup, que nous, que vous soyez de droite, de gauche, n'importe, tout le monde doit se sentir concerné par ça, que ce soit vos petits-enfants, vos enfants ou vous-même, votre nièce, votre neveu. Il va subir. Il va subir. Franchement, je suis en contact moi-même avec ma relation personnelle avec des lycéennes, des lycéens qui, ça va mal. Enfin, c'est inquiétant. Puis, par exemple, il y a un sondage qu'on montre, par exemple, pour nos blocus, qui dit que 1 lycéen sur 5 aurait pensé à des idées noires ou au suicide les 2 dernières semaines. Donc je ne vous parle même pas de la vie en général ou de quoi que ce soit, c'est les 2 dernières semaines. On pourrait croire que c'est des chiffres, des sondages, il ne faut pas toujours croire aux sondages, mais tout le monde, lycéen, on parle entre nous, on est amis entre nous, on connaît la vraie vie. Et sincèrement, moi, dans mon lycée, qui est normalement un lycée où les gens gagnent bien leur vie, où il y a une bonne classe, et bien même dans ce genre d'établissement, il y a un nombre incalculable de personnes qui avaient des traces sur leurs mains, des traces sur leurs bras, des traces sur leurs jambes, qui malheureusement on ne peut pas, en tant que parent, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout contrôler. Quand quelqu'un va mal, il arrivait bien à le cacher. Et donc voilà, donc je tenais déjà à mettre ça en lumière, un mal-être qui n'a pas de nom de la jeunesse, qui est entre guillemets pour moi poussé par la pression de Parcoursup. Donc en tant qu'élève, Parcoursup, pour faire un petit résumé avant que ma collègue le fera, c'est vos notes de la première terminale qui notent à 40%, enfin qui comptent à 40% dans votre bac, et donc du coup sur votre dossier qui sera transmis aux études supérieures. Donc chaque note compte. Donc on va dire que si vous êtes malade une semaine et que voilà, vous loupez votre contrôle, il comptera. Donc ça vous fout une pression tout le temps. Donc je ne parle pas de maladie, ça peut être problème à la maison, problème juste on n'est pas fort à l'école, ça arrive, on peut ne pas être fort à l'école, c'est pas quelque chose de grave, en tout cas à mon sens. Ça fout une pression de malade devant les parents, fout une pression aux élèves, aux enfants, qui du coup chaque note compte, donc chaque jour il faut être à fond comme si on passait l'examen comme les anciennes générations qui passaient, il y avait une pression une semaine, et là c'est une pression de 2 ans. Ce qui n'est pas forcément, pour moi, ce qui n'est pas normal. Et donc, par exemple, pour parler de Parcoursup, l'année dernière, 5% des 626 000 lycéens terminales qui ont fait des vœux sur Parcoursup, donc on a le droit à 10 vœux sur Parcoursup, donc un vœu c'est demander une école, une université, une fac. Il y en a 5% qui ont été tout refusés, qui n'ont pu aller nulle part. Donc ça représente 31 000 élèves. Et bien sûr, il reste tout le reste qui n'ont pas pu aller à des facs, à des universités qu'ils aimaient, donc ils ont dû abandonner sûrement leurs rêves, leur passion, si ce n'était pas déjà fait avant, parce qu'on aime bien nous apprendre qu'il ne faut pas suivre nos motivations, nos passions, il faut les mettre de côté, il faut faire les métiers qui sont bien, d'après la société. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, depuis le 7 février, la jeunesse veut avoir son mot à dire. Maintenant, on veut lancer un mouvement qui est par exemple, qui a été suivi pour la 2e journée de mobilisation le 16 février, avec donc mon lycée qui a encore bloqué toute la journée, et le lycée de Bagnols-sur-Cèze, où plus de 400 élèves ont été présents, ont bloqué aussi toute la journée, qui donc demain, eux aussi seront là pour continuer notre mouvement, pour insister sur le fait qu'on n'est pas d'accord, c'est pas normal ce qui se passe, et donc on soutient bien sûr tous les travailleurs qui vont perdre un jour de salaire, ou même plus, on verra comment ça se passe. Nous, on ne perd pas d'argent, mais les gens ont peur. Les gens ont peur de bloquer parce qu'il y a une pression des établissements et de la police qui est à mon sens pas normale. Et donc les gens ont peur de nous payer une journée d'absence, parce qu'une journée d'absence, c'est ce que c'est avec Parcoursup. Ton école va te dire non parce que tu as loupé 2-3 heures sur ton dossier. Donc ce qui je ne trouve pas normal. Et donc voilà.
On est aussi ici pour mettre en avant des solutions, parce qu'on est aussi, on ne comprend pas tout. On fait du 8h-18h, nos lycéens. 8h-18h pour être dans les classements multinationaux, on n'est pas bon, je ne comprends pas. À côté, on a nos voisins les Allemands qui travaillent maximum jusqu'à 14h, 15h, et qui eux sont meilleurs que nous, sont 10 fois 20 classements au-dessus de nous, mieux classés, alors qu'ils travaillent beaucoup moins que nous. Donc ça aussi, c'est l'incompréhension de nous. On ne comprend pas pourquoi ça ne change pas. Les pays nordiques aussi, le système américain aussi, ils ne travaillent pas l'après-midi. Mais pourtant, ils sont meilleurs que nous, donc ça montre qu'il y a un souci par rapport à ça. Et donc, nous, aujourd'hui, durant ce mois, on s'est mobilisé donc, au lycée Jean Villard, et avec les professeurs, on a décidé de demain organiser une marche, un cortège de notre lycée jusqu'à la manifestation de demain à Avignon. Et donc voilà, on a aussi à créer une vraie mobilisation profs-élèves, parce que les élèves ont besoin d'adultes, ont besoin d'exemples, ont besoin de personnes qui nous montrent où aller, parce qu'on ne sait pas vraiment où on va, on ne connaît rien. Quoi. Moi, c'est une des premières fois où on commence à mobiliser et à militer, donc on ne sait pas, on a besoin de conseils, etc. Ce que beaucoup m'aident, et je leur en remercie en tout cas. Donc merci. Et donc voilà. Donc voilà, pour tout ce qui est Gilets jaunes, c'est fini. Et donc merci de m'avoir écouté. Bravo. Bonsoir. Alors, je suis Sarah Lyon, professeure d'anglais au lycée Jean Villard, où étudie Lucas. Et en réponse et en soutien à ce que nos élèves expriment, et un mal-être assez fort qu'on ressent au quotidien, on a souhaité rédiger un texte concernant Parcoursup en particulier, mais effectivement il y a énormément de problèmes dans l'éducation nationale, problèmes de moyens particulièrement, mais qui sont par choix attribués à d'autres choses, et je ne sais plus qui fera référence au nouvel investissement hors norme SNU, alors qu'on a besoin de tellement de moyens pour d'autres choses, et pour être aussi bon que les Allemands par exemple. Donc j'interviens au nom d'enseignants et d'enseignantes du lycée Jean Villard qui ont co-rédigé ce que je vais vous lire. D'abord, je vais vous expliquer ce qu'est Parcoursup un petit peu plus précisément. C'est la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur en France. Chaque année, donc, selon un calendrier lourd, pressant et compliqué, les élèves de terminale consignent leurs vœux d'orientation, donc 10 au maximum, comme a dit Lucas, sans possibilité de les classer par ordre de préférence, ni accompagnement particulièrement performant pour leur permettre de faire le tri parmi des milliers de formations qui existent. À la première annonce des résultats, les élèves apprennent quelles formations les acceptent et celles pour lesquelles ils ou elles sont encore en attente, jusqu'à ce que suffisamment d'autres élèves aient renoncé à leur place pour pouvoir être acceptés. Ce processus peut durer des semaines, au milieu desquelles se tiennent les épreuves de philosophie et le grand oral. Grosse pression. Donc on voudrait énoncer là ce que Parcoursup génère dans le système du nouveau bac. Parcoursup génère une prématurité dans les choix d'orientation des élèves. En effet, ils doivent choisir des spécialités, 3, dès le milieu de la seconde. Nos élèves ont alors 14-15 ans. Parcoursup génère une prématurité dans les éléments de sélection des élèves. Dès la première, toutes les notes comptent, comme a dit Lucas, en raison du contrôle continu. Et la première compte même plus que la terminale, puisqu'on a 3 trimestres qui incluent les notes de spécialité, alors qu'en terminale, c'est seulement la note de l'examen final qui va compter. Parcoursup génère aussi une destruction des processus d'apprentissage. Pour les élèves, toutes nos évaluations sont sommatives, donc elles servent à les sélectionner. Or, le principe premier d'une évaluation, c'est de rendre visible auprès de l'élève et de l'enseignant une difficulté pour y remédier. C'est le principe. Avec la fin de l'examen final et la généralisation du contrôle continu, l'évaluation perd ainsi sa fonction formative. Parcoursup génère aussi une opacité sur les critères de sélection. Vous avez des mots-clés dans les projets motivés des élèves, c'est-à-dire qu'ils peuvent rédiger des lettres de motivation, mais des mots-clés qui sont censés être retenus par les recruteurs du supérieur, on n'a aucune information sur ces mots-clés, à part à lire la description de la formation et essayer de s'adapter en disant oui, je suis ouvert d'esprit, je suis intéressé par ci, par là. On n'a pas d'infos, pas de transparence. Du coup, ni transparence,
France, les critères même, oui, de sélection proposés par la plateforme et choisis par les recruteurs du supérieur sont complètement opaques et à leur seule discrétion. J'avais entendu dire, par exemple, par un chercheur d'une université, qu'ils avaient, par exemple, le droit de cocher une petite case dans l'algorithme selon l'année de naissance des élèves, c'est-à-dire qu'ils accepteraient des élèves nés à partir de telle date. Sous-entendu, un élève qui aurait redoublé ou qui aurait un an de retard, quelle que soit la raison, eh bien, il serait d'office mis de côté. Ça, c'est intolérable. Parcoursup attribue aussi un rôle au lycée d'origine des élèves. Il tient compte du classement national des lycées qui est calculé sur les mentions des années précédentes. Les lycées privés, on le sait, pratiquent une sélection accrue des élèves afin d'être bien classés et ils rompent ainsi l'équité. On constate l'impact de l'arbitraire qui est renforcé puisque le contrôle continu rompt l'ambition d'un bac identique et noté de manière anonyme. Selon le professeur, on le sait aussi, les exigences fluctuent et les moyennes aussi. Toujours dans l'inégalité, certaines candidatures sont payantes, par exemple. Pour candidater à Sciences Po, vous devez payer, ne serait-ce que pour candidater, 100 €. Inégal. L'annonce des résultats, on en parlait, est extrêmement anxiogène et ultra compétitive parce que durant des semaines, les élèves attendent que d'autres se désistent, comme je le disais, pour espérer avoir une place enfin dans la formation de leur choix. Les annonces du gouvernement sur l'efficacité de Parcoursup à orienter les élèves ne tiennent pas compte de cette pression qui est mise par le système et qui pousse les élèves à formuler des vœux, parmi lesquels des vœux qui ne les intéressent pas particulièrement, ou encore des vœux dans des filières non sélectives. Donc la plateforme, d'elle-même, elle oriente de gré ou de force, et elle désoriente. Mes collègues de philo ont proposé une citation ici de Rousseau. « Oserais-je exposer ici la plus grande, la plus importante, la plus utile règle de l'éducation? Ce n'est pas de gagner du temps, c'est d'en perdre. » Ainsi, nous, professeurs, nous considérons qu'éduquer exige de laisser à l'élève la possibilité de se tromper et de se rectifier, sans que cela affecte son estime personnelle, de ne pas imposer un choix et un savoir de manière prématurée, car cela transforme nos élèves en singes savants ou en moutons dociles. Et éduquer exige aussi de progresser par l'expérience, la leçon des choses, et non par compétition. Il nous semble donc impératif de rétablir un bac national, final, qui fasse des 3 années du lycée un moment d'apprentissage, de bien-être et d'émancipation. Que la sélection s'opère à partir de cet examen anonyme et égal pour tous les élèves français, et que le nombre de places dans le supérieur soit un sujet central du débat démocratique. Nous ajoutons que de manière générale, Parcoursup met également en exergue une crise massive de l'aide à l'orientation dans notre système éducatif, le métier de conseiller et conseillère d'orientation ayant pour ainsi dire disparu, on les appelle aujourd'hui des psy-EN, psy de l'éducation nationale. Et cette lourde mission est désormais confiée presque intégralement à des enseignants non formés et dépassés, malgré leur bonne volonté, et leur désir en fait de bien faire leur métier premier, enseigner et éduquer. Alors ceci, c'est un point de vue enseignant, vous avez eu un point de vue élève. Si vous souhaitez avoir un point de vue parent, j'ai lu des choses très intéressantes sur le site de la FCPE nationale. Je ne sais pas s'il y a des représentants de parents d'élèves ce soir, mais à lire aussi. Voilà. Maintenant c'est Blaise. Ah non, pardon. Nadine. Je vais prendre la place de Blaise. Oui, moi je suis là pour vous dire comment combattre contre ces scandales, ce scandale. Parcoursup, pendant des décennies, il existait un système qui s'appelait le baccalauréat national. Une fois en poche, le baccalauréat permettait de s'inscrire dans l'enseignement supérieur dans la filière de son choix. Pourquoi ce dont ont bénéficié les générations précédentes, pourquoi les jeunes générations n'y ont-elles plus droit? Ce n'est pas admissible. Il faut savoir donc qu'au niveau du bac, il existe ce Parcoursup, mais aussi il y en a un autre qui s'est mis en place au niveau du master. Et ça, c'est un désastre. Il faut savoir que ça fait donc 5 ans que Parcoursup existe, et il y a, en 2022, on pouvait considérer que, à cause de Parcoursup, 94 000 étudiants avaient renoncé de s'inscrire à l'université, et 300 000, soit le tiers des étudiants, n'étaient pas inscrits dans les filières de leur choix.
Il faut savoir aussi qu'il y a eu des combats, et moi je trouve que c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il y a eu des députés de la France Insoumise, comme Jérôme Le Gavre et Louis Boyard, qui ont fait le tour qui ont fait le tour des universités pour recueillir les dossiers de gens qui n'avaient pas pu s'inscrire. Et ils sont allés avec les intéressés auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur pour que les étudiants obtiennent satisfaction. Alors, la ministre ne leur a pas donné satisfaction, mais il faut savoir que quand même depuis le mercredi 18 janvier, de nouveau Parcoursup est réouvert, de nouveau cette campagne se relance, et c'est important que les étudiants, les élèves, ils contactent les députés de la France Insoumise qui mènent cette campagne, qui leur transmettent leurs dossiers et ceux de leurs amis aussi, et qui fassent connaître si vous voulez, la tactique, si on peut dire, pas celle du gendarme, mais la tactique, c'est de se développer, de faire boule de neige, qu'on soit de plus en plus nombreux à porter les dossiers en disant c'est pas possible. Il faut que Parcoursup soit abrogé. C'est inadmissible. Et je voudrais revenir aussi sur ce que Lucas a dit. Il a dit j'irai en cortège demain avec mes collègues du collège, et je trouve ça formidable. Je trouve ce mouvement qui est fait là à Jean Villard, je trouve ça très bien, vraiment, et on ne peut que les féliciter. Et parce que la place de la jeunesse, elle est importante. Que la jeunesse bloque, c'est notre hantise, disait un député de Renaissance à la presse. Lors de la dernière grande manifestation des millions de personnes qui étaient dans les rues, on pouvait compter 200 000 jeunes qui exigeaient aussi le retrait de la réforme des retraites. Depuis des semaines maintenant, la grande majorité de la population du pays rejette massivement cette réforme, appuyée par un front syndical uni autour d'un axe, retrait de la réforme. Des lycéens bloquent leur lycée. 200 lycées étaient bloqués le 7 février. Et à Villeneuve, comme ailleurs, les lycéens disent « Nous ne voulons pas de Parcoursup ni de la réforme de la retraite ». Des assemblées générales se tiennent dans les universités et décident de rejoindre les manifestations. Dans un contexte de crise où de plus en plus d'assemblées générales se tiennent, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et les présidences d'universités, décident de fermer les facs qui se mobilisent pour faire peur à la jeunesse, pour que la jeunesse ne rejoigne pas le mouvement des travailleurs. Et en plus, on vient d'apprendre que le gouvernement donne 413 milliards pour la guerre, mais refuse de généraliser le repas à 1 euro pour les étudiants. Alors qu'il nous explique qu'il manque 13 milliards pour financer les retraites, en un claquement de doigts, il débloque 413 milliards pour la guerre. Et s'il y avait la guerre, qui en ferait les brais? C'est bien sûr les jeunes. On a vu dans les 2 dernières guerres mondiales précédentes qui a été la chair à canon. C'est ça, c'est les jeunes, c'est ça qu'ils veulent nous faire pour que les marchands d'armes et les vendeurs de gaz puissent s'en mettre plein les poches. Mais c'est ça qui nous prépare à la jeunesse, et c'est inadmissible. Et c'est pour ça qu'ils ont raison de rejoindre le combat avec les organisations syndicales et le mouvement ouvrier. Et comme nous, ils appellent à durcir le mouvement contre la réforme de retraite le 7 mars dans toute une série de secteurs. Ils décident de reconduire la grève. Donc les étudiants préparent les assemblées générales dans les lycées et les universités, et nous disons, nous serons à leur côté. Bonjour tout le monde, je me représente Blaise Laurent, donc je suis déjà ravi de vous voir ici ce soir. Ça fait plaisir de voir des gens mobilisés. Je suis arrivé avec un petit peu de retard car nous étions à la préfecture à Avignon. Bon, il y a une instance en particulier qui se déroulait avec des mesures de carte scolaire qui contiennent, on va dire, des réglementations pour rester poli. Mais il y avait surtout la présence d'un collectif de parents d'élèves qui a obtenu ce soir, grâce à leur mobilisation, l'annulation d'une fermeture de classe dans leur école de maternelle. Et ça tombait à point nommé juste avant cette réunion de voir justement un collectif mobilisé, avec toujours, certes,
des éléments moteurs, il y en a toujours. Mais la puissance de plusieurs individus assemblés et qui ont du coup, qui apportaient. Et bon, en plus, c'était un rassemblement joyeux, ils avaient même un petit peu de champagne pour fêter leur victoire. Donc ça fait plaisir de voir des gens motivés. Et c'est ce que je suis venu aussi faire ce soir, pour présenter une situation assez critique de l'école de la République, premier degré. Mais on ne va pas se casser le moral ensemble, justement, on va avancer pour défendre tout ça, et au final défendre la jeunesse et nos enfants. Donc moi je suis enseignant depuis 6-7 ans, majoritairement j'ai travaillé en REP+, donc c'est les réseaux plutôt défavorisés. À Avignon, il y a toute une ceinture voilà, de gens qui sont... c'est pas du ghetto, mais quand même c'est un problème ce bâti. Hein. Il faudra que la solution passe aussi par le logement dans le pays globalement. Et moi, dans mon petit village de Barbentane, je scolarise ma fille de 3 ans. Et donc je vois, le matin, je pose ma fille dans une école où il y a des moyens, et à 8h30, je vais dans une école où il n'y a pas de moyens. Et en fait, le vrai problème, un des problèmes, c'est que la compétence du bâti scolaire, notamment, elle est affectée aux communes. Et une ville défavorisée n'a pas le moyen d'envoyer, comme dans mon village, un agent passer juste pour voir s'il y a quelque chose à faire. À Avignon, on va faire des demandes, on va faire venir les agents, ils vont dire ils n'auront pas ce qu'il faut. Des fois, il y a un gars qui vient, c'est pas sa faute, il est tout seul, il a 67 écoles à faire pour installer un nouvel équipement. Donc, si on est attaché à la notion de service public et à l'égalité républicaine, donc pour chaque enfant dans le pays, il faut que cette compétence elle remonte au niveau de l'État. Comme pour nous, les professeurs des écoles, nous sommes rémunérés par l'État, il faudrait que toutes les écoles soient construites, entretenues par l'État, par la puissance collective qui a seule les moyens d'assurer l'égalité si c'était simplement l'un de ses objectifs. Donc cette défense du service public, on la voit dans l'hôpital, dans le rail, on voit que ça part en vrille. Et il va falloir s'impliquer justement pour défendre tout ça. Je voulais parler de l'école, puisque en réalité, au départ, l'école de la République a été fondée pour former des citoyens. L'école a toujours été un outil au service du pouvoir, mais bon, moi ça me va former des citoyens. Donc je m'inscris là-dedans avec plaisir. Et aujourd'hui, si on voit l'école mourir, il faut savoir que si l'école meurt demain, au final c'est la République qui va mourir demain. Donc on ne peut pas prendre ça à la légère, et on ne peut pas non plus porter les combats tout seul. Donc il faut vraiment, je vous invite à ne jamais rester seul, et à vous informer comme ce soir, vous former, vous réunir, entrer en contact, et puis au gré des luttes, des causes, vous regrouper, et toujours être les plus forts, et en diffusant les idées dans la société, arriver à la faire évoluer, parce que quand une idée est amûrie et qu'elle est prête, elle s'impose dans le pays. Voilà. Comment reconquérir donc, concrètement, moi j'ai choisi l'engagement syndical, puisque d'abord j'ai rencontré des gens qui avaient des discours très construits, très riches, qui utilisaient les chiffres qu'on a qui sont publics, et qui sont en fait à notre disposition, mais qu'on ne va pas vraiment chercher. Un peu comme a fait ce député Louis Boyard qui a diffusé justement le vote de certains députés qui ont refusé de voter ce repas à 1 euro. En vrai, l'information elle était publique, mais moi-même qui suis passionné par tout ça, je suis jamais allé sur le site de l'Assemblée nationale pour consulter qui a voté quoi. La réalité, c'est que je mène des combats locaux, et puis là, je me dis, bon, c'est un peu moins, j'ai pas compris. Alors qu'en réalité, il faut s'informer, il faut contacter les députés, il faut mettre une pression constante de la société civile, et c'est nous, la société civile. Donc, comme je le disais tout à l'heure, des victoires sont possibles et sont nombreuses, et la victoire, un peu dans la victoire, il faut s'attacher à gagner chaque petit combat, même individuel, c'est-à-dire dans la défense individuelle d'un collègue qui aurait ses droits bafoués, ou d'un ami qui serait en difficulté. Et ne pas hésiter, ne pas s'auto-censurer. Chacun peut être force de proposition et amener dans des structures différentes du collectif, que ce soit associatif, syndicaux, politique, amener des idées et participer à ces moments, dans ces espaces de réflexion, participer à la diffusion des idées, encore une fois, le plus largement possible. Donc, merci à tous d'être venus et bravo à la jeunesse de se lever, parce que c'est quelque chose qu'il faut respecter. La parole est à Geneviève Lepage. Merci. Alors donc oui, moi je voulais parler du secondaire. Alors comme le disait Sarah tout à l'heure, les questions, les problèmes sont vastes. Et du coup,
je suis partie en fait du constat de ce que disait Lucas, parce qu'on en avait discuté, et puis que j'échange quand même avec des élèves au lycée, et je vois que bon, certains souffrent, certains ont une pression familiale, ou ils se mettent la pression eux-mêmes, voilà, donc ça on le voit bien. Donc je me suis dit, mais au fond, donc, ce système il est en train d'évoluer, mais pourquoi ces élèves sont-ils stressés? Pourquoi les familles mettent-elles une telle pression? Et pourquoi les enseignants eux-mêmes sont stressés? Alors, bon, je vous avouerai, je fais un petit peu de pédagogie, mais je savais ce que c'était, mais je me suis dit que j'avais envie de vous parler de ça ce soir. C'est-à-dire qu'en fait, dans le service public, pas que dans l'enseignement d'ailleurs, hein, je pense que les fonctionnaires sont concernés, et puis dans un bon nombre peut-être d'entreprises aussi, mais en tout cas, nous, au niveau de l'éducation nationale, est arrivé ce qu'on a appelé le nouveau management public. Voilà. Donc c'est M. Blanquer, effectivement, qui a fait passer sa loi de la transformation de la fonction publique, et qui donc a instauré ce nouveau management, et qu'on retrouve dans tous les recoins en fait, de notre vie professionnelle. Alors si on essaie de regarder un petit peu les origines de ce nouveau management, c'est des origines assez lointaines, mais bon, je pense qu'elles sont assez parlantes. En fait, on y trouve le taylorisme. C'est-à-dire qu'il s'agit de dessaisir les travailleurs en fait, de leur savoir pour les soumettre à des pratiques décidées ailleurs au nom de la productivité, qui fait baisser les coûts au profit des consommateurs, augmente les bénéfices. En simple mot, en tout cas les travailleurs, quels qu'ils soient, ici nous les enseignants et d'autres, les agents aussi, hein, nous sommes tous concernés, il n'y a pas que les enseignants, on nous soumet en fait à des pratiques qui sont décidées ailleurs et on nous dépossède en quelque sorte, j'allais dire, même de notre fonction par exemple d'enseignant. Ce taylorisme, en fait, il a été revisité après la guerre. Je vous fais un petit historique rapide, hein, je vous assure, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, d'ailleurs c'est pas ma matière. Il a été revisité avec les effets de l'individualisme qui ont commencé effectivement après la guerre et le développement du tertiaire. Donc en fait ce nouveau management, il a pour but donc, de surhumaniser les rapports sociaux. Donc c'est-à-dire que cet individualisme fait en sorte par exemple que le chef d'établissement devient une sorte de DRH et on individualise au maximum les parcours même des enseignants. Voilà. Et et par exemple, on va insister beaucoup sur des ressentis, des choses, on noie un peu le poisson, hein, et on noie le poisson puisque on ne se réfère plus à un cadre collectif de l'organisation du travail pour gérer les personnels, hein, on sort effectivement de ce cadre collectif pour individualiser. Donc le directeur devient, enfin le proviseur, un responsable des ressources humaines, hein, et il instaure une sorte de face-à-face individuel avec son personnel, ce qui laisse quand même la porte ouverte. Moi, par exemple, j'en ai subi un peu les conséquences de dérives relationnelles. C'est-à-dire qu'on va vous convoquer pour un certain nombre de choses. Il faut savoir aussi, on le disait tout à l'heure, que les plans de carrière, maintenant, le chef d'établissement, puisqu'il y a une autonomie des établissements, peut intervenir aussi sur la carrière des enseignants. Donc, parfois, c'est un petit peu, comment dirais-je, subjectif. Donc cette forme de management implique une obsession du contrôle de l'appareil de l'État. On a l'impression qu'en fait c'est quelque chose qui serait censé assouplir, diversifier, mais en fait non, il y a un contrôle assez centralisé en fait de l'appareil de l'État. Il faut savoir que avoir une bonne réalisation des missions de service public, ce qui sont dans la majorité des cas le rôle des enseignants, c'est-à-dire que les enseignants, dans une grande majorité, réalisent les missions qui leur incombent. Mais pour l'État, bien réussir ces missions, c'est entraîner une impossibilité de faire passer ces réformes. Donc, si on veut faire passer des réformes, il faut que quelque part on dégrade les missions des enseignants pour que, effectivement, ça soit plus facile pour l'État de faire passer les réformes. Donc l'autonomie des établissements privilégie aussi des initiatives locales et affaiblit du coup les services publics. Donc on parlait tout à l'heure du bac, évidemment, hein, c'est un exemple, cette réforme du bac. On a une classification des établissements qui est renforcée, qui est accrue,
Voilà. On veut faire des collèges et des lycées des sortes de petites start-up qui sont aussi sous le contrôle de la collectivité locale, puisque la collectivité territoriale entre aussi maintenant dans ce nouveau management, ce qui n'est pas forcément, ne simplifie pas toujours les choses. Donc, ce nouveau management, c'est une recentralisation rigide d'une administration qui est soumise à davantage de règles et qui sape le fondement des pratiques des enseignants. Donc je voulais juste aborder ici, au travers donc, de la réforme du bac, quelques conséquences aussi qui ont déjà été évoquées auprès des élèves, des familles, des enseignants de cette forme de management. On note, ce sont des chiffres européens, 7 à 21% selon les pays européens, de burn-out scolaire chez les lycéens. L'accentuation du stress, les causes, donc on l'évoquait tout à l'heure, le contrôle continu, qui représente 40% donc de la note du bac, donc qui ne représente plus un bac final et commun, où on voit bien les notations upset des parents, et ça c'est du vécu, moi pas personnel, mais je connais des collègues sur lesquels on a mis une pression énorme, parce que évidemment les notes que ce collègue ou ses collègues sont plusieurs données ne convenaient pas aux familles, donc on met une pression très forte sur les enseignants pour que éventuellement on en vient des fois du marchandage de tapis pour augmenter des notes, etc. Les épreuves de spécialité en mars, les épreuves de spécialité, les premières épreuves du bac, elles ont lieu en mars alors que les programmes sont très chargés. Les syndicats demandent évidemment de repousser cette date qui est beaucoup trop tôt dans l'année. Ça veut dire que déjà on court toute l'année, mais là c'est encore pire puisque les épreuves sont déjà au mois de mars. Voilà. Lucas le disait tout à l'heure, les terminales sont obsédées à la fois par Parcoursup, qui exige d'avoir des bonnes notes, des bonnes appréciations, et ceci dès la première. Donc il s'agit d'un système d'hyper-compétitivité qui fragilise les élèves qui ont des résultats moyens. Du côté des enseignants, donc on court après le temps. 50% des enseignants actuellement veulent changer de métier. Quand même, c'est du jamais vu quand même, qui est un métier qui, pour une grande majorité des enseignants, c'est un métier choisi et voilà. On cherche à avoir des contentements aussi, de bien faire sa classe. Alors j'allais dire tout ce qui est de créer une bonne ambiance dans les classes, parce qu'il faut savoir aussi que maintenant qu'avec les spécialités, le groupe classe est cassé. C'est-à-dire que les élèves, ils sont disséminés dans les différentes spécialités et ils ne se retrouvent que, par exemple, en français ou en histoire-géo, en classe entière. Donc ils n'ont plus aussi, ils ne se connaissent pas. Et moi je me rappelle, ça continue, mais les premières années, c'était très difficile de se retrouver face à des classes comme ça, parce qu'on sentait qu'on était face à des jeunes qui ne se connaissaient pas et qui étaient, un peu perdus. Donc, cette conséquence, 75% des enseignants se sentent débordés au moins plusieurs jours par semaine. Cela a pour conséquence aussi que les enseignants ne peuvent évidemment pas, dans des classes de 35, s'occuper d'élèves en difficulté. Donc forcément, ça devient totalement impossible. Donc le travail auquel les enseignants sont plus attachés, ce qu'on appelle le cœur de métier, n'est plus valorisé. Instaurer une ambiance de travail dans la classe, obtenir la collaboration des élèves, assurer le suivi des jeunes, prendre le temps de ça on ne peut pas. C'est de là que le professeur tire sa satisfaction. Or, l'institution n'y attache aucune intention, aucun intérêt, cherchant avant tout à mettre en avant les réformes. Evelyne Bechtold, qui est une autrice qui a écrit un livre qui parle de en finir avec donc, ce nouveau management public, elle précise que ce nouveau management est moins une pratique de production qu'une pratique d'assujettissement qui rompt la solidarité entre les personnels et qui est une machine de guerre contre les syndicats. On peut dire que, évidemment, cette machine de nouveau management, elle rompt la solidarité, mais on le voit bien au niveau des personnels, mais au niveau des élèves. Ce que j'essaye aussi de dire, je ne vais pas faire simplement la défense des enseignants, c'est pas ça, mais c'est que c'est un tout. Je pense qu'effectivement, que la pression qui est mise sur le système d'une manière générale et sur les enseignants, elle se répercute forcément sur les élèves. C'est-à-dire que les élèves en subissent aussi les conséquences. La dernière chose que je voulais aborder, c'était la question des contractuels et des emplois précaires dans l'éducation nationale.
Il est vrai que c'est quelque chose qui se généralise, c'est-à-dire que plutôt que d'embaucher des titulaires, nous sommes souvent contraints à prendre des heures supplémentaires. Voilà. Et bon, on peut nous en imposer 2, mais bien souvent on en prend plus parce que de toute façon on n'embauche personne, il n'y aura pas de poste de titulaire. Et en contrepartie, donc, eh bien, on embauche ces contractuels. Sachant que ces statuts sont quand même sont pas des statuts terribles pour ces gens qui travaillent en tant que contractuels. Et vous savez très bien, bon, ça a défrayé la chronique, il y avait des queues à la NPE, qu'on prenait un peu les gens qui se présentaient comme ça, parce qu'on manque de professeurs. Tout est à flux tendu. Donc ça veut dire que les professeurs remplaçants en général, ils ont tous leurs postes en début d'année, et qu'ensuite après il n'y a plus de remplaçants. Donc après c'est la panique, on va aller chercher qui on trouve partout, et donc ces personnels sont non formés et ils se trouvent complètement démunis devant les élèves. Donc à force d'avoir dévalorisé le métier d'enseignant, parce que quand même les médias ont quand même beaucoup œuvré aussi à ce niveau-là, le métier d'enseignant, on se rend compte qu'en fait, non, c'est un métier qui est un vrai métier et qui souffre pas trop d'improvisation. Voilà. De plus, pour avoir vécu aussi, pour avoir accompagné ces contractuels, ça crée des situations humaines absolument terribles. Parce que ces gens sont balancés, excusez-moi, dans les classes, ils sont complètement perdus, ils sont abandonnés par le système, parce qu'évidemment, surtout dans des lycées comme nous, ils sont vilipendés tout de suite par les parents, par tout le monde. Et je vous assure qu'il y a des gens, je dis pas qui étaient presque dans des situations suicidaires, mais franchement, donc ça crée des situations vraiment inhumaines. Donc voilà, donc je vais dans le sens de mes camarades, je termine là-dessus, que pour retrouver une ambiance de travail plus sereine, moins de pression sur les familles, moins de pression sur les élèves, il faut absolument que nous nous battions aux côtés des syndicats, tous ensemble, pour remettre en question ce baccalauréat individualisé et destructeur, ainsi que cette gestion managériale qui crée au fond beaucoup d'inégalités et beaucoup de pression. C'est mon tour. Je vais vous parler du service national universel, qui est un plan secret de Macron, quoique on commence à connaître un peu. Ils sont en train de nous faire une véritable dinguerie, il faut le savoir. C'est contre l'avis des principaux acteurs, dont les lycéens eux-mêmes, que l'exécutif penche sur la généralisation du dispositif, avec une obligation en temps scolaire pour tous les élèves en classe de seconde et de première année de CAP. En pleine mobilisation contre la réforme des retraites, certains estiment peu opportun, et on peut le comprendre, de relancer le sujet. Les jeunes n'en veulent pas, martèle le syndicat FAGE, premier syndicat étudiant. C'est une bombe à retardement dont le détonateur tarde à être activé. Une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, soi-disant, moi je ne l'ai pas beaucoup vu parler de son programme, mais bon, il n'a pas débattu, mais oui, c'est une promesse. Qui pourrait se transformer en véritable lance-flamme alors que la mobilisation contre la réforme des retraites, début mars, et on y est, s'annonce déjà massive, et que l'engagement des jeunes est guetté avec la plus grande méfiance, parce que si les jeunes se bougent, alors là, il y a beaucoup le gouvernement a beaucoup à craindre, et à juste titre, il faut vous mobiliser. Selon plusieurs sources d'information, l'exécutif envisage que le service national universel, SNU, comme on le dit, aujourd'hui facultatif, devienne obligatoire pour toutes et tous les jeunes en classe de seconde et de première. Pour ce faire, le gouvernement devrait modifier la loi et donc passer par le Parlement. Contactée, la secrétaire d'État chargée du SNU, Service National Universel, Sarah El Haïry, confirme que la généralisation fait partie des options sur lesquelles elle travaille et qu'elle a sa préférence. Si, dit-elle, si le SNU devenait obligatoire, il pourrait alors s'inscrire dans le temps scolaire, ajoute la secrétaire d'État. Elle précise que d'autres propositions seraient un SNU, Service National Universel, accompagné de mesures incitatives. Nous attendons
des arbitrages du président, précise-t-elle. C'est Jupiter qui va parler bientôt. Une prudence qui se retrouve dans les reports répétés, les annonces du chef de l'État sur le service national universel. Elle devait avoir lieu d'abord quelques semaines après les vœux du 31 décembre, puis en février. Désormais, c'est en mars. Voire mars et juin, on repousse. Il y a la crainte d'une coagulation des colères. Glisse une proche de Pape, j'arrive jamais à le dire, Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, et on comprend pourquoi. Si le contenu du SNU généralisé reste à affiner, selon le secrétaire d'État, il existe un document interne au ministère de l'Éducation nationale qui a pu être consulté. Quelques éléments de ce document. Il s'intitule « Foire aux questions ». Post-annonce SNU obligatoire. La note destinée au personnel de la jeunesse et des sports indique que le SNU, bien nommé, se compose d'un séjour de cohésion obligatoire de 12 jours qui s'effectue alors en dehors du département, sa région de résidence. Un détail du document interne supplémentaire. Le service national universel est-il obligatoire ? Le service national universel deviendra progressivement obligatoire pour l'ensemble des jeunes Français. Une expérimentation de cette obligation sera lancée à la rentrée 2023-2024 dans 4 départements qui seront déterminés par décret. Cette expérimentation sera ensuite élargie. Alors voilà comment se composerait la journée. Une journée type. Elle débute à 6h30. Elle s'achève à 22h30, après un temps de démocratie interne et un temps libre. Là, il n'y a pas de détail. Le coût de cette généralisation à marche forcée est estimé à 2 milliards d'euros. Alors que pour la cantine à 1 euro, 60 millions d'euros suffiraient. Autre utilisation de ces 2 milliards d'euros, l'école manque d'enseignants et d'enseignants qualifiés qui ne sont pas remplacés. Recrutons des enseignants formés dans de bonnes conditions. Autre solution, comment utiliser ces 2 milliards ? On n'en manque pas, hein ? Le nombre d'étudiants en secondaire et en formation professionnelle a augmenté selon une enquête récente de l'INSEE et révèle que la plupart des bacheliers sont passés, et études après, sont passés de 38% à 69% en l'espace de 30 ans par les établissements. Ne pourrait-on pas construire ou augmenter la capacité d'accueil des étudiants et étudiantes, rénover les écoles en bien mauvais état, qui sont pour certaines de vraies passoires thermiques ou un état de délabrement avancé. En fait, parcours citoyen, voilà, il s'agit de soumettre la jeunesse à une symbolique militaire. Voilà ce que c'est le SNU. Uniforme, hiérarchie, mise en rang, salut au drapeau, chant, etc., etc. Utiliser les jeunes dans des institutions de défense, armée, exemple l'armée, de maintien de l'ordre, la police, de services de secours, les pompiers, voire des associations caritatives sous contrôle de l'État, évidemment. Contourner les règles d'emploi des salariés que les jeunes remplaceront, salaire, statut, droits individuels, etc., etc. Alors, dans tout ça, que devient la liberté de conscience ? Embrigadement généralisé et soumission, maintien des liens entre l'armée et la jeunesse et renforcement de l'esprit de défense,
le tout appelé cohésion sociale. Mais main-d'œuvre gratuite ou quasi gratuite et sans droit, comment peut s'exercer dans ces conditions la liberté de conscience des citoyens? Engagez-vous. Non merci, c'est déjà fait. Depuis un an, dans des conditions sanitaires et sociales que nous connaissons, les jeunes n'ont pas manqué de s'engager à travers les opérations de solidarité organisées dans de nombreux quartiers, villages, par l'exercice de leur métier socialement utile ou encore en manifestant contre le recul des droits individuels et collectifs ou défendre notre environnement. Et il et elle n'ont pas attendu les injonctions de l'État pour le faire. Alors, nous disons tous non au service universel obligatoire. Bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être à nouveau avec vous à Avignon. J'apprécie particulièrement, tout le département du Vaucluse en fait. Et j'ai été très touchée par les témoignages. Et aussi, déjà, je veux commencer par féliciter Lucas, ses camarades aussi qui sont là dans la salle, qui ne se sont pas exprimés aujourd'hui, mais avec qui on a eu la chance de discuter avant le début de cette réunion publique. Et c'est vrai de vous féliciter. Pourquoi ? De vous féliciter du fait que vous n'acceptez pas les injustices, du fait que vous vous révoltez, du fait que vous êtes indignés mais pas résignés. Et nous, effectivement, quand vous parliez de la situation extrêmement difficile des étudiants, nous, ce qu'on se dit, c'est que l'espoir, c'est en vous voyant vos combats, parce que on sait que l'avenir est assuré quand on voit les combats que vous portez avec une telle force, avec une telle détermination, avec un tel courage. Donc je tiens d'abord évidemment à vous féliciter, aussi les professeurs qui vous soutiennent dans la lutte, parce qu'elle est essentielle et vous la faites pour l'intérêt général. Donc encore une fois, félicitations à vous. Je pense aussi dans ton intervention, Lucas, et dans l'intervention des différents camarades, que vous avez fait aussi le lien en disant que cette réforme des retraites, évidemment on se bat contre cette réforme des retraites, mais ce qu'on veut faire, c'est évidemment aussi faire tomber un monde. Et ce monde-là, c'est celui justement qui fait en sorte que tout serait une marchandise. Notre temps libre, notre temps de repos, notre temps choisi. Ce serait faire tomber ce monde, le monde de Parcoursup, celui du stress, de la compétition des uns avec les autres. C'est le monde des enseignants qu'on va recruter sur job dating. Je ne sais pas si vous avez vu. On va faire des job dating pour recruter des enseignants, plutôt que de penser à revaloriser cette profession. C'est le monde de la précarité étudiante aussi qu'on veut faire tomber. Cette précarité étudiante qui est de plus en plus alarmante. Nous étions encore ce week-end, vous avez la collecte des Restos du Cœur, 22% d'augmentation de précarité, 22% de précarité étudiante, mais aussi 22% d'aide alimentaire supplémentaire. Vous imaginez, 2023, on commence l'année avec 22% de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire pour se nourrir chaque jour dans la 7e puissance économique mondiale. Voilà le monde que nous voulons faire tomber. Donc évidemment, il y a la réforme des retraites, mais c'est bien au-delà de ça. Et puisque moi, à mon rôle, on m'a quand même demandé de parler un petit peu de cette réforme des retraites, parce que vous avez si bien parlé du reste, je vais vous en parler. Je vais vous en parler aussi en vous disant qu'on peut être ce soir, à la veille des mobilisations historiques qui vont avoir lieu dans les prochains jours et à partir de demain, on peut être quand même optimiste. Parce que déjà, ce que nous avons accompli, toutes et tous ensemble, à travers les premières mobilisations, des mobilisations qu'on n'avait jamais vues depuis les 30 dernières années. Et à la veille de cette mobilisation, de ces appels au blocage que nous avons entendus à travers toute la France, on voit aussi un gouvernement qui est aux abois, totalement. Vous avez vu un peu les dernières interventions du gouvernement. Ça montre l'état d'esprit. Ils ne savent plus quoi dire.
Là, vous avez Olivier Véran qui vous explique que si on bloque le pays demain, ça sera une catastrophe écologique et sanitaire. On en est là. Ils savent plus. Et ce matin, il a dit non, mais finalement, parce que là, il s'est rendu compte qu'au niveau argument, on n'y arrivait pas. Donc ce matin, il a dit bon, finalement, excusez-moi, je voulais dire qu'il y a d'autres sujets. Ah bah oui, justement, il y a d'autres sujets que la réforme des retraites en ce moment, on est d'accord. Donc retirez votre réforme des retraites. Mais ils ne savent plus. Macron qui passe de temps en temps au salon de l'agriculture à Rungis. Alors là aussi, il passe à Rungis pour dire les gens savent qu'ils doivent travailler plus longtemps. Mais quels gens ? 93% des actifs de ce pays sont contre la réforme des retraites et contre le fait de travailler plus longtemps. Donc quels gens ? Ils passent à Rungis pour dire oui mais regardez les éleveurs, les agriculteurs, ils n'ont pas de week-end, ils n'ont pas de jour férié. Ah bah super comme modèle. Et si on n'a pas de week-end et de jour férié, ce qu'il ne dit pas c'est que les agriculteurs, à cause de ces politiques dévastatrices justement dans le secteur agricole, on se retrouve avec un suicide tous les 2 jours chez les agriculteurs. Voilà le modèle qu'il est en train de nous prôner. Et derrière vous avez, ça c'est sur la forme, et sur le fond vous avez Dussault. Alors, essayez de comprendre la réforme des retraites avec Dussault. Encore ce matin, il a dit qu'il n'y aura pas de perdants. On vous rajoute 2 ans, mais il n'y aura pas de perdants. Et après, il a dit, en décembre, il nous disait, bon, minimum, vous aurez au moins 1 200 €, c'est la grande révolution de cette réforme. Donc ça, il vous a dit ça en décembre. En janvier, il a dit non, finalement, c'est 400 000 personnes qui seront touchées par le fait d'avoir au minimum 1 200 € de retraite par mois. Donc ça, c'était en janvier. En février, il a dit non, finalement, c'est 40 000. Et en mars, il nous a dit finalement, c'est 20 000. Donc si vous voulez, si on continue les mobilisations jusqu'en avril, ça veut dire que finalement, c'est 3 personnes qui sont impactées. Et selon les années consécutives ici. Voilà, on nous en sort un petit peu. Donc voilà, c'est pour vous dire, mais quand même, quand vous voyez tout ça, ces interventions, c'est tellement pathétique qu'on se rend compte à quel point ils sont aux abois, ils ont peur de cette mobilisation. Donc nous, au contraire, ça nous renforce dans notre détermination d'avancer. Et d'avancer tout simplement parce que nous savons pertinemment que cette réforme des retraites, elle est totalement inutile. Pourquoi ? Eh bien parce que l'argument principal qu'ils ont avancé, c'est la question du financement des retraites, et il n'y a pas de problème de financement des retraites en France. Et si on se base, encore une fois, c'est ce que je dis régulièrement, sur le Conseil d'orientation des retraites, puisque c'est celui qui fait les prévisions sur le système des retraites en France, il vous le dit, ils ont été auditionnés au sein de l'Assemblée nationale pendant la réforme, pendant que ça a été évalué à l'Assemblée nationale, et il a dit encore une fois, il n'y a pas de problème sur le long terme de financement du système des retraites. Et après, si vous creusez un petit peu, parce qu'on peut creuser un petit peu sur le corps, le corps et ses prévisions, elles sont un peu aléatoires, quoi. Parce que en 2013, le corps vous disait qu'en 2022, vous aurez 22 milliards de déficit. En 2019, il vous a dit finalement, vous aurez 10 milliards de déficit sur le système des retraites en 2022. Et finalement, en 2022, vous avez eu 3,2 milliards d'excédents sur le système des retraites. Donc, est-ce que c'est sur ça qu'on va se baser vraiment pour piquer 2 années de vie aux gens? Ben non. Donc c'est pour ça, cette retraite est totalement injustifiée. Et les jeunes l'ont compris aussi, qu'elle est inefficace en plus, cette réforme des retraites. Parce que quand on voit que la jeunesse, aujourd'hui il y a 18% de chômeurs chez les jeunes, et que de fait augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est quoi? C'est ceux qui peinent à rentrer en emploi, c'est-à-dire les jeunes, et ils vont avoir encore plus de mal à rentrer en emploi. Et ça, c'est pour ça que quand on vous dit oui, ça ne vous concerne pas, ça nous concerne directement demain dès qu'on va rentrer en emploi. C'est qu'on va peiner à rentrer dans l'emploi parce que derrière, vous rajoutez 2 ans, et derrière, vous avez les seniors, évidemment, en plus, qui peinent, eux, à rester en emploi, parce que, comme vous le savez, à partir d'un certain âge, les entreprises ne les recrutent plus. Donc c'est en fait parce que ceux qui se mobilisent, c'est parce qu'ils ont tout compris de ce qui était sur le projet qui était sur la table. Et sur les questions écologiques aussi, parce que je sais que la jeunesse a été vraiment un moteur dans les marches climat, et j'étais notamment à Aix-en-Provence encore il y a 2 jours pour la grève mondiale pour le climat. Et il y a eu d'ailleurs une nouvelle mobilisation le 10 mars, parce que comme vous savez, il y a toute une séquence, le 7 mars qui commence demain, le 8 la grève féministe, le 9 l'appel de la jeunesse, et le 10
c'est la grève mondiale pour le climat. Eh bien, la jeunesse, lorsque on a marché ensemble sur la grève mondiale pour le climat, ce qu'elle disait, c'est que c'est un modèle de société à travers la réforme des retraites qui ne nous convient pas non plus. Produire plus pour faire quoi? Pour consommer plus, avec ce mythe de la croissance infinie, de ces ressources infinies? Non. On sait qu'aujourd'hui, il va falloir questionner des questions centrales, de savoir qu'est-ce qu'on produit, pour faire quoi, et donc pas en travaillant plus pour consommer plus. Donc effectivement, là aussi, c'est les questions profondes et écologiques de modèles de société qui sont posées à travers cette réforme des retraites, et là aussi qui sont posées souvent par la jeunesse et portées par la jeunesse, et c'est très bien. Donc effectivement, il va falloir se mobiliser. On parle aussi de précarité dans l'enseignement, de la pénibilité au travail. Évidemment, elle touche d'autres professions aussi. Moi, je viens du secteur de la construction. Il y a un mort par jour dans ce secteur. Il y a 4% des travailleurs de la construction, ils sont 1,4 million en France, qui arrivent à 60 ans. 4% seulement qui arrivent à 60 ans. Donc là encore, cette réforme, en plus d'être inefficace, d'être injustifiée, elle est cruelle. Elle est cruelle pour des millions de gens qui souffrent au travail, parce que la souffrance au travail, ça existe, même si Macron, lors de son premier mandat, a commencé en disant il n'y a pas de pénibilité au travail. Vous savez, peut-être pas à la banque Rothschild, mais pour des millions de gens dans ce pays, oui, il y a de la pénibilité au travail. Et bien aujourd'hui, ce sont des gens en souffrance. Il y a un quart des hommes qui n'arrivent pas à l'âge de 62 ans. Vous imaginez? Donc cette réforme, en plus, est cruelle. En plus d'être injuste, en plus d'être inefficace, elle n'a pas de lieu d'être. Et vous avez beaucoup cité l'Allemagne pour dire ils sont bien en Allemagne, donc peut-être. Moi, j'ai des contre-exemples aussi, du coup, parce que on nous parle aussi quand ils ont arrêté avec tous les arguments parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir au niveau des arguments français. Vous savez, à chaque fois, et comme je suis députée européenne, je trouve que l'Europe, c'est parfait. Ils ont tous fait la réforme des retraites. Justement, l'Allemagne l'a fait, cette réforme des retraites. Et ils sont passés de 12% à 20% de taux de pauvreté chez les retraités. Donc super le modèle. Et pareil pour l'Irlande, les Pays-Bas, partout en Europe. Oui, et la Suède effectivement, la Suède c'est encore mieux parce qu'ils sont allés dire au président Macron de surtout pas faire cette réforme parce que ça n'avait pas du tout marché. Et que en Suède, après la réforme, c'est une perte de pouvoir d'achat de 92% pour les femmes et 72% pour les hommes. Et donc le monsieur qui a fait la réforme, un certain Karl Scherman, je crois, a dit Macron, faites pas cette réforme, vraiment le résultat est catastrophique. Donc s'il veut regarder au niveau européen, on peut regarder. Sinon, il peut regarder aussi côté Pologne, Grèce, où effectivement on est à 62, 60 ans. Non, il n'y a pas c'est pas vrai qu'en Europe il n'y a que des départs à l'âge de la retraite plus importants qu'en France. Et après, encore une fois, s'il veut vraiment regarder en Europe, moi je lui conseille de regarder en Croatie et en Slovénie, précisément. Parce que c'est dans ces deux pays où les gouvernements ont voulu faire une réforme des retraites et il y a eu une mobilisation populaire. Les gens sont sortis dans la rue, les syndicats ont accompagné le mouvement et on s'est retrouvés, ils ont dû retirer leur réforme des retraites. Donc en Croatie et en Slovénie, regardez ce qu'ils ont fait, faites de même, retirez le système des retraites. Donc je ne vais pas être plus longue, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant, on a devant nous des jours. Les prochains jours sont déterminants. Encore une fois, la jeunesse est déterminante dans ce combat. Pas que, on a tous notre part dans le combat à mener. Mais c'est notre unité qui fera notre force. C'est notre nombre qui fera notre force. Donc mobilisons-nous de toutes nos forces. Faire reculer le gouvernement aujourd'hui sur cette réforme de retraite, c'est le faire reculer sur tout le reste. Donc battons-nous jusqu'au retrait et battons-nous pour un monde meilleur. Une question. Souhaite prise de parole. Une prise de parole. Juste rajouter sur le CNU, il faut savoir que depuis Pétain, on n'a jamais mis en place des temps obligatoires pour les enfants, pour les jeunes, sur le temps scolaire.
Donc c'est Pétain. Le SNU, c'est Pétain, c'est Vichy. Le pire que la France a connu. Moi, je voudrais simplement faire une remarque parce que je ne connaissais pas le Parcoursup. J'ai mes petits-enfants qui sont dedans en ce moment, ils se tirent les cheveux. Mais il y a un parallèle évident entre le Parcoursup et la réforme des retraites, parce que si vous réfléchissez bien, Parcoursup, il y en a beaucoup qui n'auront pas la voie qu'ils veulent. Donc ils vont changer de voie, donc ils perdent un an à chaque fois. C'est un an perdu. Donc on recule l'âge où on va rentrer dans la vie active. Donc si la retraite elle recule, vous imaginez, c'est pas à 64 ans qu'ils vont partir, ça sera 67, 68 ans. Bon. Deuxièmement, c'est aussi les effectifs des enfants qui se retrouvent sans rien. Donc tous ces gens qui, je ne sais pas, dire à un enfant tu vas faire un travail que tu n'aimeras pas, tu l'as fait par défaut. Et on demande de travailler longtemps. Moi je suis enseignante à la retraite, j'aurais pas pu penser faire un autre boulot que ce que je voulais faire. Mon travail c'est enseignante. On m'avait obligée à faire autre chose, je serais partie en reculant tous les matins. Donc je me mets à la place de ces jeunes et je me dis je comprends leur désarroi, ils ont pu faire un métier par passion. Autrefois il n'y avait aucun problème, après le bac on choisissait la fac qu'on voulait, on se plantait, c'était pas grave, on l'avait voulu, on s'était dit bon j'ai pris ça, mais en fin de compte ça me plaît pas, je recommence autre chose avec des passerelles, et là ils n'ont plus rien. Moi je suis sidérée, j'avoue, je vous plains les jeunes, franchement. Je veux dire, quelquefois on se dit, waouh, on vieillit, mais je me dis, je préfère être vieille que de devoir être à votre place maintenant. Alors c'est merveilleux, battez-vous, on sera là avec vous, on se battra parce qu'on a beau être retraité, il y a certains retraités qui disent il faudrait reculer l'âge de la retraite. Moi, ceux-là, je les mettrai dans tout temps de travail, parce que l'idée, c'est pas possible. Moi, je suis partie à la retraite à 52 ans et demi. J'étais les dernières, avec les 3 enfants, partie à 55 ans à l'époque. Je peux vous dire qu'à 60 ans, j'ai dit à mon mari, heureusement que je suis partie à 52 ans et demi, je ne les aurais pas supportés. Et je ne travaillais plus. Donc imaginez celui qui travaille tout le temps. Moi, je ne donnerais pas mon enfant à quelqu'un qui a 60 ans, j'aurais peur. Parce qu'on a plus de patience, on n'est plus... Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça, donc j'espère qu'on va se battre et qu'on va se battre pour les autres. Et qu'on ne va pas hésiter parce que ils ne méritent pas ça. Ils méritent ça. Lise. Je voulais dire que, en fait, dans ce que l'État néolibéral recherche avant tout au niveau du travail, c'est la capitalisation. Et au niveau des retraites, c'est ça qu'ils cherchent. Le deuxième point au niveau de l'école, c'est le service public. Donc ils veulent le casser. Et Geneviève a fort bien expliqué qu'il fallait, bien évidemment, c'est l'entreprise du moi, avec le management moderne. On casse le collectif, on casse donc le service public. Moi je crois que ça c'est super important. On l'a dit, je crois qu'on l'a dit, travailler plus pour gagner plus. Ça, c'est dans le néolibéralisme à fond. En plus, l'État social, ça n'existe pas. Pas besoin. Les pauvres qui résolvent leurs problèmes, de toute façon, ils s'élimineront d'eux-mêmes. Donc, on est dans un changement de paradigme. Il s'agit de travailler moins pour le buen vivir, comme disent comme on dit en Amérique latine, pour le bien vivre. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille ensemble, sur l'autre paradigme. Et il faut le faire dans les actes politiques qu'on peut poser, dès maintenant, avec les 3 dominantes, la démocratie, l'écologie et le social. Ça va, c'est profondément lié les 3. Voilà ce que je voulais dire. Qui veut prendre la parole? Bonsoir, je me suis reconnue dans les témoignages de mes collègues enseignants, moi-même qui suis à la retraite depuis de nombreuses années. J'ai vu arriver ce qu'ils voulaient faire de l'école.
Comme madame, j'ai pris ma retraite à 52 ans et demi avec 3 enfants. Et j'ai beaucoup aimé mon travail, comme tous les instituts et les profs en général. Sauf qu'un beau jour, ils sont arrivés en nous disant que les apprentissages, c'était trop carré, il fallait s'attacher aux compétences. Il fallait évaluer les petits-enfants de l'école maternelle. C'est-à-dire qu'au lieu de passer du temps avec eux, à leur apprendre de belles choses, de belles poésies, comme quand j'ai commencé ma carrière. Moi, j'ai commencé à Villeneuve-les-Avignon, mon premier stage d'observation, avec un maître formidable qui mettait tout l'accent sur la créativité. C'était un maître qui pratiquait la pédagogie de Freinet, mais qui la pratiquait très bien. Et nous, c'était la créativité, l'imagination, c'est le collectif. On faisait beaucoup d'entretiens collectifs, on parlait ensemble. Et ils sont arrivés, ils nous ont dit non, il faut se mettre dans un coin de la classe, il faut évaluer les enfants, un après l'autre. Pendant ce temps que vous êtes en train de... Moi je disais, on dirait qu'on les confesse. Des petits bouts de 3 ans, il faut savoir où ils en sont, alors qu'ils démarrent dans la vie, alors qu'ils sortent des jupes de leurs parents, alors qu'ils sont en train de se socialiser avec les autres. On les prenait dans un petit coin pour savoir ce qu'ils savaient ou ce qu'ils ne savaient pas à 3 ans. Et pendant ce temps, le temps est filé, on ne s'occupait pas de la classe. Et heureusement, malgré tout, ma foi, on les occupait comme on pouvait, ils étaient bien gentils, ils attendaient leur tour. Le tour qu'on vienne les évaluer. Ils sont arrivés avec leur projet d'école, c'est-à-dire, comme disait le collègue d'Avignon, c'est-à-dire que l'école n'est plus la même pour tout le monde. Alors, on a des projets locaux qui, ils savent pourquoi ils font ça. À l'école maternelle, c'est pas très visible, mais n'empêche, le projet local, pour pouvoir satisfaire les besoins locaux des patrons et avoir, non pas un diplôme qui vous donne la capacité de pouvoir travailler dans n'importe quel coin de France, avec le même salaire, le même indice, que vous soyez dans une région pauvre, dans une région riche, que vous avez exactement la même qualification. Ils ont foutu en l'air les qualifications au profit des compétences. Ça ne veut rien dire. En fait, ils ont introduit le vocabulaire de l'entreprise à l'école. C'est terrible, ça. Et finalement, à l'école, on a changé le vocabulaire. On était très attentifs à ça au début des années 2000. Je me souviens, l'OCDE qui préconisait de ne pas, ne pas trop diminuer de façon trop drastique les prestations pour ne pas mécontenter les parents. Vous savez, c'est l'histoire de la grenouille, qu'on met dans une casserole, l'eau chauffe, et puis quand elle va se rendre compte que c'est trop chaud, elle est cuite. Eh bien, avec l'école, c'est pareil. Moi, je me souviens qu'au début des années 2000, on fait une grosse grève à Nîmes pour obtenir des postes, pour pouvoir bien, à Nîmes, je veux dire le Gard, pour pouvoir bien fonctionner. Donc Villeneuve était aussi concerné, puisque Villeneuve est dans le Gard, j'ai tendance à l'oublier. Eh bien, j'avais regardé l'emploi du temps de mon fils, qui était en 6e quelques années auparavant. Et j'avais regardé l'emploi du temps d'un 6e des années 2000. Les heures de français avaient diminué, les heures de maths avaient diminué. Bon, c'est le principal, on dit que ce sont les matières fondamentales. Les parents qui avaient des enfants en ville ne savaient pas comment ça se passait en 95, s'ils n'avaient pas eu des aînés. Et insensiblement, ils ont diminué les heures de cours, dont la qualité. Et actuellement, je suis un peu moins au courant parce que je suis retraitée depuis quelques années, mais par exemple, j'ai ma belle-fille qui est prof et qui me dit, mais au mois de mars, à cause du Parcoursup, il faut avoir fini ces chapitres, mais on n'a pas le temps. Elle m'a dit, moi j'ai fait 3 chapitres, il m'en reste 12 ou 3, et je vais les bâcler. On ne nous laisse pas le temps de bien faire notre travail. Mais c'est voulu tout ça. Moins les enfants, moins les jeunes apprennent, plus ils seront malléables.
et moins l'enseignement de qualité individualisée. Mais nous, à l'époque, on donnait le même enseignement à tous les petits et ils en faisaient leur, comment dirais-je, ils se l'appropriaient. Pourquoi on ferait de l'enseignement au rabais pour ceux qu'on suppose qu'ils ne peuvent pas apprendre, par exemple dans les ZEP, etc. Pourquoi on ne leur apprendrait pas les grands classiques? Je ne sais pas comment ça se passe, j'y suis plus dedans. Mais moi je veux de l'égalité, comme le disait notre collègue, que toutes les écoles de France aient les mêmes prestations, le même droit aux profs dont ils ont besoin, etc. etc. Je ne veux pas être trop longue. Pierre Yvon. Oui, bonjour à tous. Je suis militant du Parti ouvrier indépendant, la ville. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, à l'appel de notre camarade député du PES, LFI, on a un député quand même, qui a engagé une bataille justement contre Parcoursup. Le 24 septembre dernier, il y a eu 400 lycéens, 400 jeunes qui ont été réunis. Il y a eu une nouvelle réunion le 4 novembre et une autre un peu plus tard, en septembre et en novembre, avec Louis Bouillard et avec Mathilde Panot. Donc les filles ont commencé une tournée des universités pour justement organiser ce combat. Et aujourd'hui, par exemple, dans le Var, il y a un comité qui s'est constitué pour l'abrogation de Parcoursup. Je pense que c'est la voie à suivre. Il y a la nécessité aujourd'hui de s'organiser partout contre tous les mauvais coups déchaînés par ce gouvernement, et notamment pour notre jeunesse, parce que qu'est-ce qu'il propose pour la jeunesse aujourd'hui? C'est la précarité, les diplômes. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un lien avec la question des retraites, parce que si on commence par des petits boulots et la précarité, eh ben, on ne risque pas de prendre sa retraite à 64 ans. Ou alors ce sera une retraite de misère. Donc aujourd'hui, c'est insupportable. Et donc il est nécessaire de se réunir, et c'est aux jeunes de se réunir par eux-mêmes. Nous, on est là pour les aider, on n'est pas là pour faire à leur place. Et donc, je les invite. On a fait des copies de la réunion dont je parle, pour justement, parce qu'il y a eu un échange entre étudiants, jeunes, lycéens, etc., sur la façon de concevoir les choses, la manière de débattre. Et donc là, il faut renforcer ce mouvement, je pense, et renforcer ce mouvement avec les actifs, les enseignants, enfin autres, tout, on va aider à ça, on va donner les moyens, mais on ne va pas faire à la place, à votre place non plus. Je pense que ça, c'est important à souligner. Quant aux moyens, on a donné les éléments, parce qu'aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? Le Parcoursup, c'est une machine à broyer. Le SNU, c'est une machine en endocriner. Et donc, quand on nous dit qu'il n'y a pas les moyens, les 413 milliards du budget de l'État 2024-2030, les 80 milliards de fraude fiscale chaque année, les 70 milliards donnés aux grands patrons d'exonération de cotisation sociale, fait qu'aujourd'hui, les caisses de la sécurité sociale, les caisses de l'assurance vieillesse, les caisses de l'assurance familiale, sont réduites. Donc, on ne peut plus se soigner aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a eu encore un cas récent, une personne qui a appelé le SAMU, qui a appelé le médecin, qui a appelé, etc. Et sa femme est décédée. On n'a même plus accès aux urgences dans des mandements de Vaucluse. Les urgences de Cavaillon vont fermer. On a annoncé hier, avant-hier, que les urgences de Carpentras vont fermer. Alors quand on voit la situation de l'hôpital d'Avignon, eh bien on ne pourra plus le soigner, on ne sera pas pris en charge. Et qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est absolument insupportable. Dans un pays où on a construit en 1945, alors que le pays n'avait plus les moyens de quoi que ce soit, on a construit une formidable sécurité sociale qui a permis de la prise en charge des gens, de les soigner. Et on a développé, donc un hôpital formidable, des médecins, des spécialistes, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de médecins, il y a des arts médicaux, il y a tout le pays est en train de se déliter complètement. Et là, on va encore rajouter, avec ces réformes de retraite, avec ce Parcoursup, etc. Parce qu'aujourd'hui, si une société doit se développer, il faut des gens qualifiés, il faut des gens formés, il faut des chercheurs, etc. On a réduit les crédits pour la recherche, donc, et on a été incapable
de résoudre le problème du Covid, parce que moi j'ai un camarade qui travaillait à l'INRA, il travaillait sur le Covid. Il y a 10 ans, ils ont arrêté les financements. Donc on s'est retrouvés après, sans avoir la connaissance appropriée pour pouvoir réagir. Donc là, ça va ensemble. Donc tous ensemble, tous unis, on gagnera. Alors bonjour, pour le coup, ce serait plus pour une question par rapport aux établissements et à la... Est-ce que vous avez déjà subi une répression depuis que vous avez commencé votre mouvement? Parce que personnellement, j'arrive de Rennes, qui est une ville qui traditionnellement chauffe beaucoup, se soulève pas mal, qui bloque actuellement, ce sont déjà leur 3e session de blocage pour juste la réforme des retraites. Et c'est vrai qu'on a goûté à toutes les sauces de la répression scolaire, que ce soit les poursuites dans les lycées avec les brigades d'intervention, les incendies, les alarmes, les ceintures de CRS tout autour des lycées. Et donc, bon, j'imagine que dans votre cas, pour l'instant, c'est pas la même chose. On est à Villeneuve. Ce que j'ai pu voir à Avignon, c'est que c'est beaucoup plus calme ici qu'à Rennes. Mais je voulais savoir comment vous le viviez, comment vous l'appréhendiez. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y avait potentiellement du harcèlement au sein de l'établissement pour vous empêcher de faire ça, aussi par rapport aux parents qui peut parfois être compliqué. Donc voilà, merci. Donc merci. Et donc oui, durant notre deuxième blocus, on a eu un problème avec un de mes collègues qui, le samedi, avant la manifestation qui a lieu le jeudi, donc on est parti à la manifestation d'Avignon sous le nom des Gilets jaunes pour parler avec les gens, etc. Et le mardi, sa mère a été appelée donc, par soi-disant la police et donc a reçu une pression pour dire que son enfant risquait 7 500 € d'amende s'il serait sur les lieux et vu qu'il serait organisateur de cet événement. Mais déjà, il y a plein de... C'est assez bizarre pourquoi ça a été fait, pourquoi ils ont appelé lui. Parce que rien ne le vise vraiment, rien ne montre que c'est lui, on montre son nom, prénom. On demande à n'importe qui, par exemple, du lycée, on m'aurait dit mon nom, mon prénom. Mon nom, mon prénom a été noté sur un carnet de la police à un moment donné. Lui, non. Je parlais avec la police, ils savaient que c'était moi quand moi je parlais, c'est moi qui parlais aux gens qui disaient comment ça allait se passer. Et donc la police savait que j'étais, entre guillemets, la parole, etc., et qui essayait de centraliser tout ça. Mais moi, je n'ai reçu aucun appel, aucun message, aucune répression quelconque, que ce soit de la police, de l'établissement. Et lui a été appelé par la police. Sa mère a été appelée toute la journée, soi-disant pour mettre une pression sur lui. Et là, le lendemain, le directeur est allé le voir pour en parler. Mais moi, il n'est pas venu m'en parler, alors que moi, il me voyait sur le mur en train de crier. Et lui, il ne l'a pas vu en train de crier, en train d'en parler. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur. Il est venu m'en parler à moi d'abord. Donc il m'a dit qu'ils avaient le nom et les prénoms de différents élèves, donc entre guillemets organisateurs. Et donc il m'a dit qu'avec les pressions qui l'arrêteraient, alors qu'il était à fond dedans, il était autant avec moi, il était exemplaire. Mais il a décidé d'arrêter totalement. Le jeudi, il n'est pas venu. Il m'a parlé, etc. Il m'a demandé comment ça se passait, mais il ne s'est pas du tout présenté parce qu'il avait peur. Il avait peur qu'on lui a foutu les pressions. 7 500 € d'amende, ça fait un gros chiffre, ça fait peur pour les familles. Et des fois, on ne peut pas payer 7 500 € d'amende comme ça, donc il n'est pas venu. Maintenant, il soutient, il ne veut même plus rentrer officiellement dans le mouvement. Il soutient dans l'ombre. Il ne veut plus que son nom, son prénom, une photo de lui, pour que ce soit ça diffusé. Et il a peur. Et donc, lui, il m'a prévenu, il m'a dit de faire attention, de si possible arrêter parce que moi aussi j'ai des risques, puis ils avaient soi-disant mon nom et mon prénom, mais moi je suis une tête de mule, donc moi je lui dis non. Donc, et les élèves, on s'est dit qu'on s'est mis d'accord sur le fait que si ça doit se passer, si un élève doit prendre pour les autres, et ben on soutiendra, on a un groupe, on s'est mis d'abord sur le fait que c'est le groupe qui va marcher. Ce ne sera jamais une personne qui prendra pour tout le reste.
et qu'à un moment, on fait un blocus, on fait rien de mal, on n'a rien à se reprocher. Donc je sais que par exemple la police a été très présente pour nous, c'est pour ça que c'est compliqué à Villeneuve-les-Avignon. Dès 7h du matin, il y avait 3 voitures de police nationale, une voiture de police municipale qui attendait, et à 8h, deux motos de police sont arrivées. D'accord? Et par exemple, pour le premier blocus, moi je parlais avec la police municipale, donc ils m'ont dit que tout se passait très bien, mais ils m'ont dit qu'ils allaient partir parce que bon, tout se passait bien, ok, tout était bon enfant. Ils m'ont dit qu'ils revenaient s'il y avait vraiment des violences quelconques, donc ils sont partis, et 15 minutes plus tard, la BAC est arrivée. La BAC, je ne savais pas qui gérait des groupes de 100 personnes, mais donc les gens ont eu peur de voir. La BAC fait peur, enfin, c'est ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Mais... Et donc ça. Et ensuite, des élèves qui sont en contact avec des gens de la BAC, qui moi-même en fait le jour même, je suis allé leur parler pour leur dire vous faites quoi ici? Parce qu'au moment on m'a dit que la police municipale est partie il y a 20 minutes me dire qu'ils revenaient que s'il y avait des problèmes. Donc est-ce qu'il y a des problèmes à nous reprocher ou quoi que ce soit? Et donc il n'y avait pas de problème, et en fait on ne sait pas vraiment pourquoi ils étaient là et pour quelle raison, à part pour nous calmer, mais on ne sait pas qui a fait quoi, qui quoi. Voilà. Non. Non, mais sachez qu'à Rennes, il y a des gros blocages et à faire des poursuites. Alors qu'à mon avis, ça va beaucoup plus loin qu'ici. On a vu les gens là, ça a été comme exemple. Je sais que dans notre groupe on parlait, etc. On a envoyé des vidéos de Rennes qui a été ou même de différents blocus dans la France qui a été envoyé comme exemple, on va dire. Et donc moi après, je me suis beaucoup informé avant des risques, etc. à moi-même, parce que je me suis beaucoup exposé. Mais je savais que c'est un blocus lycéen. On est allé à Villeneuve-les-Avignon. Qu'est-ce qu'on risquait qu'on était confiant par rapport à ça. Excusez-moi. Juste après. Oui, c'est à propos de l'éducation. À mon âge, ça remonte à très loin mon éducation. Et quand j'entends les conditions qui sont faites aux étudiants et aux élèves d'aujourd'hui, je suis horrifié. Je suis horrifié, et je sais ce qui se passe. J'ai des enfants, des petits-enfants et même une arrière-petite-fille. Mais je regarde ça à travers moi, le souvenir que j'ai de l'enseignement. J'étais fils de mineur à la Grande-Côte, un pays où mon père travaillait par 1000 mètres de profondeur. Et j'ai eu la chance en primaire et en collège d'avoir affaire à une poignée d'enseignants, dont on peut dire que c'était les hussards de la République, ces gens qui avaient de la pédagogie, mais surtout qui aimaient les enfants, qui avaient des classes de plus de 30 élèves, tous fils de mineurs, et qui essayaient de leur donner envie d'apprendre pour sortir de cette condition de mineur. Et il y avait le professeur de français, M. Aimé Bielzel, peut-être que dans l'enseignement vous le connaissez, qui a écrit une quinzaine de livres sur la résistance dans le Massif central, qui nous a amené visiter, quand on était en 4e ou 5e, il nous faisait descendre au fond de la mine pour qu'on voit ce que c'était que le travail dans la mine et qu'on ait envie d'étudier pour faire autre chose. À 17 ans, je me suis hélas orienté vers le technique et j'ai eu la chance de rentrer dans l'école de métier d'EDF à côté de Lyon, la Perrolière. Et là encore, c'était en 55, quelques années après les nationalisations. Ça veut dire que les agents EDF qui étaient capables et qui avaient choisi le métier d'enseignant dans les écoles EDF, c'était presque eux aussi des hussards de la République, parce qu'ils avaient fait ça par conviction. Ils étaient en train de construire le service public. Et ils nous enseignaient que même quand une vieille dame de 80 ans est en panne à 2h du matin, même si le dépannage coûte 10 fois ce qu'elle consomme dans le mois, il faut y aller. On était au service des abonnés, au service du pays. Et bien aujourd'hui, les différents gouvernements, de droite comme de gauche, les directions EDF ont décidé de fermer ces écoles parce qu'ils ne voulaient plus qu'on enseigne aux élèves qui rentraient dans l'école de métier le sens du service public. Et
Il ne voulait plus des gens qui aillent dépanner la vieille dame, il voulait des gens qui fassent rentrer du fric dans les caisses de l'EDF. Alors j'en profite pour vous dire aussi que, puisqu'on nous avait dit qu'il fallait couper l'EDF pour la concurrence, que la concurrence ça faisait baisser les prix, je vous fais remarquer qu'on a cassé l'EDF en 4 ou 5 morceaux différents, vendus à différents, Engie, tout ça, Enedis, etc. Et que jamais l'électricité n'a autant augmenté qu'à ce moment. Je vous signale que nous avons mis en place une caisse pour solidarité envers les manifestants, les grévistes. Elle est à l'entrée, donc je vous encourage à l'alimenter. Bonsoir, moi je viens juste témoigner sur la journée internationale des violences faites aux femmes, 8 mars, qui me tient à cœur. En 2013, j'ai quitté les violences conjugales avec mes enfants. J'ai depuis eu 38 audiences, toutes juridictions confondues, avec 8 téléphones graves danger, avec 5 ordonnances de protection. Et avec tout ça, la justice a réussi quand même à me condamner coupable et à de la prison pour avoir protégé mes enfants. Et en deuxième instance, la Cour d'appel de Rennes m'a relaxée, mais monsieur a fait pourvoi en cassation, donc en mars 2022, ça fait tout juste un an. Je suis définitivement relaxée de cette peine. C'est juste pour vous témoigner que c'est une réalité sur le terrain, que des mères protectrices sont condamnées à de la prison. Ah, j'ai le cœur qui palpite. Pour protéger les enfants. Juste pour finir sur ça, sur un événement qui était important, traumatisant pour mes enfants et moi, dont mes enfants, chacun, ont eu 10 jours d'ITT et moi j'ai eu 30 jours d'ITT, ce qui n'est pas rien. La justice, aujourd'hui l'État prône la promotion de la protection des femmes et des enfants. Je voudrais témoigner que c'est faux, puisque mon ex a été relaxé, j'en tremble, avec 30 jours d'ITT et avec 10 jours d'ITT pour chacun de mes enfants. Merci. Alors, moi, je suis maman de 2 enfants de 18 et 16 ans et je suis en plein Parcoursup. Et c'est une catastrophe. Ma fille, donc, est en bac pro SSP, aide à la personne. Elle a dû faire 10 vœux. Donc, elle veut faire monitrice, éducatrice. Il faut payer son Parcoursup pour qu'elle fasse un entretien sans être sûre d'être prise. Donc elle a dû faire des demandes à travers la France entière. Donc forcément, si elle part, je suis maman solo avec mes 2 enfants. Ça veut dire qu'il va falloir que je paye un loyer. Enfin, je trouve ça catastrophique. C'est une source de stress pour moi, pour elle. Donc ça crée des conflits à la maison. Elle ne dort plus. Elle se réveille à 4h du matin. Et j'ai mon fils qui est en première. Et je sens qu'il y a une pression énorme pour son avenir, où il réveille jusqu'à 2h, 3h du matin, parce que je pense qu'il a tellement peur pour l'avenir par rapport à ce Parcoursup, parce que mon fils voudrait faire Sciences Po. Sciences Po, il faut savoir que Parcoursup, il faut payer 100 € pour être inscrit à Parcoursup, sans être sûr d'être pris. Je trouve ça lamentable. Moi, je n'aurais jamais pensé être autant stressée ma fille. On a passé, on est quoi, le mardi, dimanche, on a passé notre après-midi à faire des lettres de motivation. Alors, je suis agent SNCF, j'ai 47 ans, je ne partirai pas avant 62 ans. J'ai 25 ans de boîte, ça fait plus de 25 ans que je n'ai pas fait de lettre de motivation. C'est une catastrophe. Ce Parcoursup, c'est une catastrophe. Pour les étudiants à venir,
Je n'arrive pas à comprendre comment ce gouvernement a pu mettre en place ce système-là, parce que même si ça se trouve, elle va aller à Poitiers faire un BTS, n'importe quoi, d'agroalimentaire, alors qu'elle veut faire infirmière, parce qu'à Avignon, c'est que sur dossier. Il y a 12 000 demandes, il n'y a que 150 étudiants qui sont pris, et on doit payer en permanence ce Parcoursup. On en est presque à 150 € sans être sûr d'être pris. Voilà, je trouve ça lamentable. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Très rapidement, je crois que les gouvernements successifs, depuis des décennies, cherchent à créer dans notre pays une société duale. Et ça, ils veulent le faire c'est une matière économique. On voit bien que petit à petit, tout ce qui est du social dans notre pays, si on remonte à 1945, on voit bien qu'ils grignotent petit à petit. Ils n'y arrivent pas toujours, parce qu'on est là, on est fort, on se bat. Et je crois que demain, ça va être une très belle journée. Oui. Je pense qu'on va peut-être arrêter, mais je crois que tu as quelque chose à dire à la fin, la mobilisation demain. Donc, pour demain, je vous invite à en parler, il y a presque peu de temps, mais je vous invite à en parler autour de vous, ou vous-même à venir si vous êtes mobilisés pour demain. Demain, 7 mars, dès 7h30 jusqu'à 8h30, profs et élèves, on se réunira devant le lycée Jean Villard pour ensuite faire un cortège du lycée Jean Villard à Avignon. Bien sûr, vous êtes invités à venir tout au long de Avignon, à Port-de-Loup, au Pont d'Aladier, au marché à Villeneuve-les-Avignon, etc., à n'importe quel moment du cortège. Et donc, on fait un appel, n'importe qui peut venir soutenir notre cortège, qui s'appelle Jean Villard en colère, parce que les professeurs et les élèves et les agents sont en colère et n'en peuvent plus de tout ça. Dire que demain, il faut qu'on soit nombreuses et nombreux à la manif. On bloque tout.